Bonjour à tous les courriers qui nous écoutent et bienvenue à ce 21e épisode de la Tête à Papineau. On est bien content de contribuer à rendre le savoir accessible depuis 2020. Nous sommes une option idéale pour passer un moment scientifiquement enrichissant ou pour mettre l'ambiance pour passer les balais. À vous de choisir. Mon nom est Renato Larte et je serai votre animateur pour cet épisode. Mais avant de commencer, je vais vous faire un retour sur ce qui s'est passé les dernières semaines à Bistromarine. Donc ici, aux originaires du monde la chance de recevoir Marie-Josée Hébert, vice-rectrice de la recherche de l'UDM. Le 14 décembre à Sherbrooke-au-Bois-Québière, on a eu la vulgarisation scientifique, les cours de CR+, C pour compétences, R pour recherche et plus pour plus, avec 10 présentations de 5 minutes. Ils se sont préparés pendant des mois, donc je vous assure, c'était la qualité. C'était du génial sur 10. Comme toujours, nos événements sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube, et oui, parce qu'on a une chaîne YouTube si ça vous intéresse. Donc, passons au vif du sujet et avec la chronique et notre invité. Aujourd'hui, comme dicte l'habitude, on a une chronique du grec chronos qui veut dire temps et ik qui veut rien dire, que je sache. Et ça va être Julie. Julie, comment tu vas? Ça va très bien, Renato, et toi? Ça va très bien. De quoi tu vas nous parler ce soir? Eh bien, je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être être un peu sensible pour certains. Je vais en profiter pour faire un petit point attention d'ailleurs à ce propos. On va parler d'un sujet qui touche quand même l'image de soi et qui pourrait être très sensible pour certaines personnes. Donc si jamais vous vous sentez concerné ou que vous vous sentez relativement mal suite à ça, on vous rappelle qu'il y a des ressources qui existent pour vous venir en aide. Par exemple, Arima Gestri à Sherbrooke. Et on vous laissera le numéro dans les commentaires, bien évidemment. Je pense que c'est la première fois qu'on a un disclaimer dans cette salle. Donc, tout à fait. N'hésitez pas à contacter les ressources qu'il faudra. En entrevue, on a Alexis qui recevra Patrick Delattre. Je l'ai ici devant moi. Comment ça va, Alexis? Super bien. Écoute, on est arrivé ici ce soir au bureau de CFAC en entendant Renato jouer de ses doigts une pièce au piano qui était situé là, juste dans l'aire commune. Fait que c'était vraiment une bonne façon de libérer l'esprit, de se sentir allègre et de se sentir disposé. Voilà, Renato qui rougit. Patrick Delattre, comment tu vas? Oui, très bien, merci Renato, et toi? Ça va très bien, j'espère que tu es prêt. On est tous prêts. Marvelous. Donc, commençons par la chronique. Je te laisse la place, Julie. Eh bien, tout à fait. Donc aujourd'hui, j'ai pas tout à fait mentionné mon sujet, mais on va parler d'anorexie. Et on va parler d'anorexie et plus spécifiquement de comportements obsessionnels ou d'habitudes qui sont liés à cette anorexie. Donc il faut savoir qu'il existe deux types d'anorexie qu'on va appeler l'anorexie restrictive, qui sont donc les personnes qui se privent de manger, qui mangent vraiment moins. Et on a l'anorexie boulimique qui, à l'inverse, est plus associée à des personnes qui mangent en quantité normale ou plus importante et qui vont ensuite avoir recours à des diurétiques ou à des laxatifs ou encore au vomissement pour régurgiter tout ce qui a été ingéré. Donc nous, on va plus parler d'anorexie restrictive aujourd'hui. Et l'anorexie, en général, ça touche quand même 0,3 à 1% de la population. Donc c'est quand même quelque chose qui a une incidence assez importante. Et il faut savoir que l'anorexie, c'est un trouble mental, notamment l'anorexie restrictive, qui va se développer en créant des mécanismes automatiques qui vont ressembler en fait à des habitudes. Et c'est là toute la difficulté en fait de traiter cette maladie mentale-là. Là, le traitement de l'anorexie, pour le moment, et en ce moment, en fait, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique. Et surtout, ce qui se traite principalement dans l'anorexie, en fait, c'est l'anxiété. Donc, on traite plutôt le symptôme d'anxiété plutôt que vraiment l'anorexie en tant que telle. Ce qui fait que les traitements, c'est principalement de la psychothérapie. Mais bon, la psychothérapie, tout le monde n'est pas réceptif. Il y a vraiment des gens chez qui ça va moins bien marcher, d'autres chez qui ça va vraiment mieux marcher. Et sinon, il peut également y avoir le recours aux traitements antipsychotiques de deuxième génération, qui sont un type d'antipsychotique qui va bloquer les récepteurs à la dopamine. Retenez bien ce nom de molécule, on va en reparler un peu après. Dopamine, exactement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? En fait, c'est parce qu'il y a un chercheur de l'Institut Douglas à Montréal, me semble, qui s'appelle le professeur El Mistikawi, qui a identifié que les patients qui étaient atteints d'anorexie restrictive montraient un débalancement de leur comportement. C'est-à-dire que ce débalancement comportemental-là faisait en sorte que les personnes atteintes d'anorexie restrictive avaient un comportement qui se dirigeait plus vers leurs habitudes. Ils avaient tendance à avoir tout le temps le même comportement, suivre vraiment leurs habitudes de vie, versus les personnes qui n'ont pas ces problèmes d'anorexie-là, qui peuvent avoir un comportement qui va être plus dirigé vers un but plus goal-driven, qui va être donc vraiment drivé par la volonté en fait de la personne.
Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand ils utilisaient des modèles de souris puis qu'ils essayaient de mimer l'anorexie chez la souris, ils arrivaient à reproduire en fait ce même comportement. Donc vraiment, il y avait des zones dans le cerveau de la souris qui s'allument plus que d'autres, et donc les zones relatives aux habitudes s'allumaient vraiment plus que les zones relatives aux décisions prises par la volonté. Donc là, ce qu'ils ont essayé de faire, dans un premier temps, ils ont appris à une souris à faire une action X, aux souris qui étaient favorables à l'anorexie versus celles qui ne l'étaient pas, et ils ont essayé ensuite de changer la consigne pour voir comment la souris se comportait face à ce changement d'habitude finalement. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les souris les plus prônes à développer de l'anorexie n'étaient pas autant capables de s'adapter, d'adapter leur comportement au changement de consigne. Ça prend vraiment, en fait au début c'est assez similaire, la première période d'ajustement est similaire, mais quand on parle sur vraiment l'implication à long terme et le changement d'habitude à long terme, c'est là que se trouvent les principaux problèmes puis qu'on voit vraiment une différence de comportement. Mais finalement, on peut se demander, la création d'habitudes, peut-être que ce serait quelque chose à explorer. Comment est-ce qu'on peut contrôler la création de ces habitudes-là ? Pour ça, il y a le cerveau qui a été étudié plus en détail et des zones spécifiques qui ont été identifiées. 3 zones principales qui s'appellent le striatum, qui fait partie du centre de la récompense. Donc ça, c'est très stimulé, surtout de nos jours avec les téléphones portables, avec tout ce qui est technologie. Une stimulation vraiment plus forte du striatum. Le noyau codé qui va être une zone du cerveau qui dirige les comportements orientés par la volonté ou qui est orienté vers un but défini. Et finalement, le putamen qui est responsable de la formation des habitudes. Et en fait, le putamen, c'est quelque chose qui est très important, notamment dans tout ce qui est votre apprentissage, le développement en général en tant qu'être humain, puisque c'est la zone qui permet de transformer un apprentissage en habitude. Par exemple, vous avez tous appris à vous brosser les dents, mais pour vous brosser les dents 2 fois par jour, il a fallu que ça devienne une habitude. Et ça, c'est grâce à votre putamen. Finalement, ces 3 zones, c'est vraiment le contrôle principal de votre prise de décision et c'est contrôlé par des neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Cette dopamine, elle a un rôle dans les mouvements, dans la motivation ou encore dans le système de récompense. Donc vraiment un rôle assez divers, mais spécifiquement un rôle impliqué dans l'anorexie, justement dans ces 3 différentes sous-zones, le striatum, le noyau codé et le putamen. Avec donc notre expérience de souris précédente, le professeur El-Mistikaoui a identifié plusieurs molécules qui étaient responsables du comportement, ou en tout cas de l'altération du comportement, qui vont être l'acétylcholine. Donc là, on parle encore d'un gros mot, acétylcholine, dopamine, 2 molécules qui sont présentes dans votre cerveau. Et chez les personnes anorexiques, il y a un débalancement de la présence de ces 2 molécules dans les 3 zones que j'ai mentionnées précédemment. En effet, chez les souris anorexiques, il y avait vraiment moins d'acétylcholine dans le putamen, ce qui entraîne une augmentation de la concentration de dopamine. Et ça, ça fait qu'en fait, dans le putamen, il va vraiment y avoir une surexpression de tout ce qui est lié à vos habitudes. Donc tout ce qui est vos habitudes, vous allez être très confortable à l'idée de faire ce que vos habitudes vous dictent de faire, versus l'amélioration ou la volonté ou ce qui va être vraiment dirigé vers un but, ça va prendre beaucoup plus d'énergie, ça va être beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont ce débalancement-là, et c'était le cas chez les souris. Une idée qui a été mentionnée par le professeur El-Mistikaoui, c'est vraiment que pour rétablir cette balance dopamine-acétylcholine, on pouvait utiliser certains médicaments qui sont déjà approuvés pour leur utilisation, notamment dans la maladie d'Alzheimer, et qui empêchent en fait la dégradation de l'acétylcholine, ce qui permet une réaugmentation des niveaux d'acétylcholine dans le cerveau, et ce qui rétablit la balance entre acétylcholine, dopamine, ou entre autres mots, entre les comportements habituels versus les comportements qui vont être dirigés vers un but spécifiquement. Pour tester sa théorie, il a d'ailleurs collaboré avec une psychothérapeute qui a utilisé ce médicament contre la maladie d'Alzheimer qui s'appelle le donépésil sur environ une demi-douzaine de patientes anorexiques restrictives chez qui les autres traitements avaient en fait eu très peu d'effets puis qui avaient vraiment des problèmes à vivre au jour le jour à cause de cette anorexie-là. Et ce qu'ils ont montré de manière très intéressante, c'est que ça avait vraiment amélioré l'anorexie de ces personnes-là, dans le sens qu'elles ont été capables de reprendre du poids, ce qu'elles n'avaient pas été capables de faire depuis, pour certaines, des années. Et elles ont également ressenti une facilité en fait à changer leurs habitudes de vie pour améliorer leur relation avec leur maladie, puis améliorer leur relation avec leur corps tout court et prendre du poids et justement essayer de se sortir de cette anorexie-là. Donc au final, moi je trouve que cette étude, ça montre bien qu'il y a vraiment tout un travail à faire sur certains médicaments qui sont utilisés dans des maladies neurodégénératives qui pourraient être utilisés pour d'autres choses, et qu'on est quand même à l'aube de voir de nouveaux traitements pour ce genre de maladies-là, donc pour les maladies et les troubles mentaux.
pour vous donner un autre exemple de traitements qui peuvent se développer aujourd'hui pour les troubles mentaux en général, on peut avoir des traitements qui vont aller comme REV-AI, stimuler le nerf vague pour vous aider à réduire votre anxiété, améliorer votre concentration. Et on peut s'imaginer qu'avec toutes les technologies qui sont en train de se développer et justement tous ces nouveaux médicaments, on pourra réussir à offrir une meilleure vie aux personnes qui sont atteintes de ces troubles mentaux-là. Est-ce que vous auriez des questions? Ben, tu parles beaucoup des putamènes, acétylcholine, médicaments antipsychotiques de deuxième génération. C'est un vocabulaire qui me parle quand même parce que mon sujet de recherche dans la vie, c'est les troubles du spectre de la schizophrénie. Fait que j'étais quand même curieux de voir les parallèles qui étaient possibles là-dedans. Puis de ce que je comprends, dans le fond, c'est qu'on va un peu inhiber la dopamine suite au comportement anorexique que les gens ont. Mais c'est pas mal ça. En fait, c'est vraiment une balance qui existe entre l'acétylcholine et la dopamine, puisque quand l'acétylcholine est présente en trop faible quantité, la dopamine prend le dessus et va vraiment aller stimuler le même genre de récepteurs sur les cellules, sur les neurones, ce qui fait que quand on empêche la dégradation de l'acétylcholine, la dopamine va être moins capable en fait d'aller stimuler ces cellules-là spécifiquement, ce qui va rétablir l'équilibre dans les 3 différentes zones du cerveau qui ont été affectées. Et en fait, ce qui a été observé, c'est vraiment une diminution de la quantité d'acétylcholine spécifiquement dans le putamène, ce qui entraînait vraiment ce débalancement puis d'avoir plus des décisions basées sur les habitudes. D'accord. Parlant de disclaimer, est-ce que tu aurais des ressources pour y aller si les gens s'identifient avec ça? On a parlé d'Arima Gestri tout à l'heure, donc on pourra laisser les commentaires en lien. Et puis sinon, en fait, je vous invite directement à contacter le professeur qui est responsable de cette étude-là, parce que ça pourrait très clairement être une voie si vous avez des soucis au niveau de ce trouble mental-là, puis des soucis de traitement et qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Je vous encourage à aller discuter avec ce professeur-là. Merci beaucoup, Julie. Donc, je pense que c'est la fin de la chronique. Donc, bienvenue de retour. On va commencer avec l'entrevue. Donc, je te laisse la place, Alexis. Merci, Renato. Donc, j'ai ici la chance d'avoir devant moi Patrick Delattre, l'ancien présentateur BistroBrain. Donc, merci d'abord d'être là parmi nous. Patrick, tu nous sauves la vie une deuxième fois en deux occasions. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais ce style d'émission-là. C'est une nouvelle pour moi en même temps. Bien, content qu'on te jette dans une nouvelle expérience. On va faire une petite présentation. Tu as fait un bac et une maîtrise en biochimie à l'Université de Sherbrooke, puis en ce moment, tu commences une maîtrise en gestion de l'environnement. Tu as été longtemps impliqué dans l'organisme Parlons Sciences qui offre des ateliers de vulgarisation dans les écoles secondaires. Et dernièrement, tu as participé comme présentateur à l'événement Biologie molécule le 12 octobre à Sherbrooke en collaboration avec les Ribot Club. Donc, bienvenue à la tête à Papineau. Merci. Première question, Patrick, en quoi ça consistait exactement ton projet de recherche en biochimie? Mon projet de recherche, spécifiquement ma maîtrise, dans le fond, c'était d'étudier les structures des protéines. Donc, principalement, une nouvelle protéine qu'on avait découverte chez l'humain. Puis, c'était vraiment de trouver sa structure parce qu'elle ressemblait énormément à une protéine qui existait déjà, mais elle avait une fonction qui était légèrement différente. Donc, c'était vraiment d'aller voir si l'aspect structural, donc est-ce que la protéine était physiquement différente. Donc, de la protéine originale, si on peut dire, là, celle qui y ressemblait. Puis on s'est rendu compte que, oui, elle avait la même structure, donc elle était quand même très similaire, fait que ça expliquait pas pourquoi son rôle était différent. Puis on s'est rendu compte après ça par d'autres techniques un peu plus poussées, là, donc pas nécessairement de structure, mais plus de dynamique, là, comme comment la protéine a bougé un peu, comment elle était flexible. Puis ça nous a vraiment indiqué c'était quoi la piste qu'il fallait continuer à aller chercher là, pour voir un peu la différence de fonction là, avec la protéine originale, si on veut. Ok, d'accord, mais j'imagine que c'est pas juste un jeu trouver les 7 erreurs. Là. Il y avait une utilité probable pour le commun des mortels. Non, mais tu dis ça, mais oui, c'est un peu le jeu de trouver les 7 erreurs. On avait vraiment des modèles, on avait la protéine originale, on avait la nouvelle protéine, puis on regardait où est-ce que c'est différent. Puis c'était vraiment le jeu de 7 erreurs, c'est exactement ma maîtrise résumée en une phrase. Ok, c'est bon. Puis l'utilité, dans le fond, d'avoir une protéine qui ressemblait à la première, c'était? Mais en fait, on pense que c'est un peu une espèce de... pas de pression évolutive, mais comme tu sais, la cellule, l'ADN, c'est comme garder
cette protéine-là qui était quand même similaire, mais qui avait un rôle un peu différent, puis un peu pour une espèce de niveau de contrôle. Là. Donc, c'est des protéines qui sont impliquées dans la signalisation, donc comment que comment que la cellule se parle à l'intérieur. Comme nous autres, on s'envoie des messages textes, mais dans une cellule, ça marche par signal. Fait que cette protéine-là est impliquée dans ce genre de signal-là. Puis en étant différente, le signal va être différent. Fait que ça permet d'avoir un meilleur ajustement, si on veut, là, des messages qui s'échangent dans la cellule. Ok, donc on est plus dans la recherche fondamentale. Exactement, là, ouais. c'est très 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 fondamental. On regarde comment les choses fonctionnent pour éventuellement avoir des applications. Ok, d'accord. C'est bon, puis finalement, est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Dans le fond, le projet a comme continué après que j'ai terminé ma maîtrise. Donc là, on s'éloigne du fondamental, même si la recherche dans la biologie cellulaire, il y en a qui appellent ça encore du fondamental. Pour nous, c'était de l'appliquer. Donc c'est toujours une façon de relativité, si on veut. Mais non, je sais que le projet a continué, puis je suis pas au courant des dernières nouvelles, mais je sais que justement ça les a aidés à... Ça lui donnait dans le fond des pistes à savoir où regarder, puis quelle fonction aller regarder là, pour cette nouvelle protéine-là. D'accord, merci. Ça m'a vraiment les yeux sur le monde des sciences naturelles, si on peut dire. Moi, j'ai étudié les sciences humaines, je le répète, puis ça stimule ma curiosité. On enchaîne déjà avec la prochaine question. On a dit que tu commençais une maîtrise en gestion d'environnement après autant d'années d'études. Quelles ont été tes motivations pour débuter ce nouveau parcours? Dans le fond, avec les perspectives d'emploi que j'avais, comme travailler dans un laboratoire, faire de la recherche toute ma vie, j'étais pas sûr que c'est ça que je voulais faire pendant les 25, 30, 35 prochaines années. Puis là, j'étais un peu en questionnement qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, il y avait j'ai toujours aimé l'environnement. Je pense qu'on est tous capables de faire notre part à différents niveaux, de différentes façons. Puis je pense que d'aller faire une maîtrise avec mon expertise, des fois en plus en biochimie, avec aller chercher un peu les connaissances, l'expertise aussi en gestion de comment gérer son environnement, c'est quand même un problème qui est multifacette. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait d'une façon au moins de faire ma part, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, d'aller aider, d'apporter cette vision-là. Puis la gestion, ça m'intéressait quand même beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup quand on arrive des sciences pures, des sciences humaines, des sciences naturelles, pardon. Donc, d'avoir un peu l'aspect justement sciences humaines, gestion, tout ça, ça me change de mindset en même temps. C'est quand même très intéressant. Là. Je suis d'accord avec toi. Tu as dit justement qu'il y avait des rapprochements possibles avec ton parcours précédent puis le nouveau parcours. De quelle façon tu pourrais avoir des parallèles qui se créent entre les deux formations? Dans le fond, c'est pas les connaissances spécifiques que j'ai acquis, mettons en biochimie, on parle beaucoup de structure de protéines, c'est peut-être pas des connaissances qui vont se transmettre directement dans le genre d'emploi que je vais avoir plus loin, mais je pense que l'esprit critique que j'ai développé pendant ma maîtrise en venant des sciences naturelles, ça me permet d'avoir une façon de voir les choses qui des fois qui est différente des gens qui ont appris à penser des fois plus sciences humaines. Je veux dire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste d'avoir des perspectives différentes là, sur les choses, la manière de voir. Ça a l'air un peu enfantin, mais la façon de voir les chiffres, voir les statistiques, tout ça, on a une certaine façon de voir les choses en sens naturel, sciences fondamentales, que des fois en sciences humaines n'ont pas la même façon d'approcher, fait que d'avoir cette différence de perspective-là, ça peut être très intéressant. Ouais, c'est pas juste le sujet qui est étudié, c'est la manière de l'étudier. C'est ça. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant du volet vulgarisation avec tes implications dans Parlons Science? Quel rôle y jouais-tu particulièrement? Dans le fond, Parlons Science, ça a commencé parce que justement, ma bonne amie, qui est maintenant ma copine Emmanuelle, était coordonnatrice de Parlons Science ici à l'Université de Sherbrooke. Puis, elle s'est retrouvée comme toute seule à faire ça. Fait que j'ai dit, je peux te donner un coup de main si tu veux. Je suis devenu coordonnateur moi aussi de Parlons Science pendant, je pense, 3 ans ou 4 ans. Donc, juste, dans le fond, jusqu'au début de la COVID. Là. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, comme je parlais tantôt, la pensée critique, là, c'est quelque chose que j'ai appris dans les sciences naturelles. Puis c'est quelque chose que je trouve qui est important, puis que j'aime ça, j'aime transmettre de ma passion pour les sciences en général, là, surtout aux jeunes, là, pour les allumer leur étincelle, si on veut, là, pour les sciences, mais encore plus loin, fondamentalement, leur pensée critique. C'est d'être capable de réfléchir à qu'est-ce qu'on leur dit, puis que si quelque chose de sensationnel qui se pose la question, est-ce que c'est trop sensationnel? Juste cette question-là qui arrive à se poser, si je suis capable de leur instiguer ça, je vais être super fier de moi. Donc c'est vraiment ça qui est venu me chercher là, dans la vulgarisation, surtout au niveau des jeunes. Wow, c'est très louable. Tu parles d'étincelles dans les yeux, je vois les tiennes dans les tiens, donc je pense que c'est vraiment sincère. J'ai goût de te demander justement, là, avec toutes ces implications-là, toi, qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans la vie? Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est vraiment faire ma part, si on veut, essayer, dans le fond, aider un peu les autres, et être capable de
de voir un problème et de le résoudre. Ça, c'est vraiment ça qui me motive là, dans peu importe quand ce que je fais. Là. J'aime ça trouver les problèmes pour trouver des solutions. Donc, que ce soit en ma maîtrise en biochimie ou maintenant en environnement, le travail que je vais avoir plus tard, là, si on m'apporte des problèmes, je vais trouver des solutions. C'est vraiment ça qui vient me chercher. Super. J'ai peut-être le goût d'élaborer. On retourne un peu en arrière avec Parlons Science, mais est-ce que tu pourrais décrire un peu à nos auditeurs, auditrices, en quoi ça consiste exactement ces ateliers-là? Tu dis, tu veux un peu développer la littératie scientifique des jeunes, mais comme des kiosques, comment ça se passe? Ben, c'est ça. En fait, Parlons Science, la façon dont ça fonctionne, ben, ça fonctionne encore comme ça. Le COVID a changé un peu les choses pendant 2-3 ans. Mais dans le fond, c'est vraiment des activités scientifiques pour surtout les jeunes du primaire. Il y en a pour les secondaires aussi. Puis, c'est vraiment des activités, c'est des activités qu'on appelle le hands-on. Le terme en français vient... Pardon? Manuel, exactement. Donc, les enfants peuvent vraiment se mettre la main dans la science. Donc, c'est vraiment des activités interactives. Ils peuvent la manipuler. Puis, on s'en va dans les classes. Donc, en général, ça dure 45 minutes à 1 heure. Puis, c'est vraiment des activités préparées dans des bacs. Donc, comme ça, les bénévoles qui veulent animer des activités prennent le bac, s'en vont dans la classe, ils animent l'activité avec l'aide, justement, de l'éducateur ou l'éducatrice qui va être là pour... gérer la classe d'un point de vue discipline, parce que des fois c'est pas toujours le fun, il y en a qui ont toujours un peu peur, là. Mais en général la personne responsable reste là, puis les bénévoles, tout ce qu'ils vont faire c'est d'animer l'activité, puis de voir l'étincelle dans les yeux des jeunes pendant qu'ils salissent les mains ou qu'ils découpent du papier ou peu importe. Ouais, c'est ça, dit comme ça, les jeunes se mettent les mains dans la science. Exactement. On parle de quelle science exactement? Là? Ben, il y en a un, je pense qu'on faisait des os, donc je pense qu'il y avait un peu de papier mâché aussi là-dedans. Là. Des fois, il y en a, c'est l'expérience plus en chimie avec du jus de chou. Donc, on regardait le pH un peu de différents liquides qu'on trouve, le jus d'orange, juste comme ça, avec du jus de chou, qui est un bon indicateur de pH, là, facile à faire maison aussi. Mm-hmm. Donc, quand ils se mettent les mains dans la science, ça reste sécuritaire, on va se le dire. Là. Ouais, donc, c'est ça. c'est tous des trucs qu'on pourrait consommer, donc il n'y a pas de problème à se mettre les mains dedans. Là. Splendide, merci. Puis, est-ce que, Patrick, tu aurais des conseils pour les personnes qui nous écoutent, qui sont soit aux études universitaires, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire? Quel message leur envoies-tu? Je pense que je suis bien placé pour ceux qui savent pas quoi faire parce que je sais toujours pas quoi faire dans la vie. Mais j'ai un parcours qui est loin d'être linéaire. Comme on a dit, j'ai fait biochimie, je suis rentré en gestion d'environnement, j'ai un parcours aussi avant biochimie. Je travaille en génie en tout cas. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est suivez ce qui vous tente de faire dans les prochaines années. C'est correct de changer de programme, c'est correct de retourner à l'université, c'est correct de changer de job. Il n'y a pas de mauvaise réponse à qu'est-ce que ça vous tente de faire. Essayez juste de trouver quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, puis vous allez pas avoir l'impression de travailler. Là. C'est un peu cliché comme phrase, là, mais c'est un peu vrai. Là. C'est de pas se limiter à je suis déjà là-dedans. Non, si ça marche plus, ça marche plus. Là. Je veux dire, j'étais au doctorat en biochimie, puis j'ai fait le dur choix d'arrêter le doctorat. Donc, il y a beaucoup de sentiments. Au début, j'avais beaucoup de sentiments d'échec de ne pas avoir fini, mais il faut apprendre à vivre avec ce genre de choix-là, puis il n'y a pas de mal à arrêter quelque chose qui nous intéresse plus, puis qu'on n'est pas heureux là-dedans. Ouais, puis on avait eu justement une autre personne qui était dans la même situation que toi, qui a commencé son doctorat, qui l'a finalement annulé. On parle de Zelda Muso, là, qui a reçu, je pense, il y a 2 épisodes. Oui, exactement. Donc, puis elle qui était justement un peu en biologie moléculaire. Qui était en biologie moléculaire, c'est ça, et qui est maintenant en coordonnatrice à l'équité, diversité, inclusion à l'université, et qui va également aller sur des panels et sur des comités au niveau du CRSNG par rapport à l'EDI également. Donc, il y a vraiment plein d'orientations possibles. Voilà. C'est pas mal le message commun dont on sent la tangente se former. Vraiment. Donc, maintenant que tu as dit que jamais trop tard pour se réorienter, puis là, mais là, tu as déjà dit que tu savais pas ce que tu voulais faire vraiment, mais c'est quoi tes balbutiements de projet pour la suite? Mes balbutiements de projet, en fait, avec ma maîtrise en gestion de l'environnement, j'ai une idée de travail que j'aimerais avoir. Je suis vraiment énormément passionné par tout ce qui se passe en Arctique. Donc, on sait avec les réchauffements climatiques qui s'en viennent, l'Arctique, ça va devenir une route commerciale qui va se développer dans les prochaines années. Donc, tu sais, comment faire pour ça se développe de façon durable. Donc, autant d'un point de vue environnement que d'un point de vue économique. Donc, ça, c'est vraiment... Puis en plus, avec les communautés qui habitent déjà là. Donc, comment bien développer cette région-là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là. Je suis en train d'avoir ce balbutiement-là, de faire mon essai de maîtrise là-dessus. Là. On va voir plus tard si ça peut se faire. Puis éventuellement travailler soit pour le gouvernement ou une entreprise privée là, sur quelque chose qui est en lien avec l'Arctique. C'est une place qui m'intéresse énormément. Je sais pas pourquoi il fait froid, ça n'a pas de l'air agréable, mais c'est quelque chose que ça me tente d'y aller. Puis, Je me disais la même chose avant d'arriver au Québec. Ouais. T'inquiète, tu t'y feras. Ouais, mais, pour avoir parlé à du monde qui sont allés à Resolute Bay là, dans l'Arctique, c'est pas le même froid apparemment. On n'est pas à 2 heures d'une passée chauffée. S'il fait froid, t'as juste froid. Exactement, c'est ça.
Ouais, puis pour nos auditeurs, on se rappelle, l'Arctique, c'est le pôle Nord, hein, parce qu'on a fait une chronique au début de l'an passé sur l'Antarctique, donc on ne mélange pas les deux. Antarctique, ça veut dire En dessous. en dessous, exactement. Donc, merci Patrick. Ça fait plaisir, merci de m'avoir reçu. Dernière question, Oui. non pas la moindre pour toi, question fétiche à la tête à Papineau, mais pour toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique dans la société? Une plus grande place, dans le sens où je pense qu'il y a un gros mur ou un fossé, peu importe la métaphore qu'on veut utiliser, en train de se construire ou creuser entre, j'ai l'impression, la connaissance scientifique qui se développe à l'université ou ailleurs et le reste de la société. Puis j'ai l'impression que ça se parle de moins en moins, puis il y a une espèce de méfiance qui se crée entre les deux mondes. Je sais pas pourquoi, c'est dur à expliquer ça vient d'où. C'est encore un problème qui vient de. Il y a sûrement plusieurs problèmes qui ont créé ça. On réglera pas du jour au lendemain, mais je pense que de vulgariser un peu la science, de montrer au monde que c'est accessible à tous. Je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un a fait un doctorat qu'il est pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc je pense que d'apprendre à vulgariser son sujet, de un, ça l'aide à montrer aux autres que c'est correct, oui, on a beaucoup d'années d'études, mais comme on n'est pas plus intelligent qu'un autre nécessairement. Là. Je veux dire, on est capable de. Puis je pense que si on arrive à expliquer notre sujet, ça veut dire qu'on le maîtrise bien aussi. Fait que de faire cet exercice-là, d'être capable de l'expliquer, de le vulgariser, ça montre à quel point on est capable de comprendre, fondamentalement, on comprend notre science, notre sujet. Là. Fait que je pense qu'elle devrait avoir un plus gros rôle autant à l'université, là, surtout les études graduées. Puis je pense que pour le grand public, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qui se passe, puis comment ça fonctionne la science. Parce que j'ai l'impression que des fois, il manque de. Les gens savent pas comment ça fonctionne la science. Ils pensent que c'est juste. Genre, les scientifiques disent ça, puis ils sortent deux chapeaux, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que d'expliquer le processus avec lequel on arrive à ce que les scientifiques disent, là, je pense Les que ça énoncés, l'aiderait. Les énoncés, exactement, merci. Donc je pense que ça pourrait aider justement à rebâtir la confiance entre le monde scientifique et la population générale. Ben, merci de participer à ce changement de culture-là, hein, Patrick. Merci encore une fois d'avoir participé, de t'être prêté au jeu de la tête à Papineau. On est très contents déjà, 21 épisodes. Et ben, là-dessus, je te demanderais peut-être une dernière question. De quelle façon est-ce que nos auditeurs, auditrices peuvent te suivre? Est-ce que tu Je suis pas beaucoup actif sur les médias sociaux, mais s'il y a de quoi, je mettrai un tag là, dans les commentaires. Là, je suis en train de. Ça fait une couple de mois que je pense à me partir sur un TikTok ou des choses comme ça. Donc si jamais ça arrive, je mettrai un tag dans les commentaires du podcast. Super, tu m'enverras ça, puis on pourra l'ajouter. Je redonne la parole maintenant à Renato. Merci Alexis, toujours aussi professionnel. Hein? Je sais. Ça, vous voyez pas, mais c'est le seul qui est debout. Il a vraiment l'air d'un présentateur stoïque. Et... Ah ouais. C'est surtout pour garde sa colonne ma pleine voix. Ouais, exact. Bon, mon cher public, malheureusement, c'est la fin de notre 21e épisode de La Tête à Papineau. J'espère que vous avez eu plus de plaisir à nous écouter que notre équipe d'édition a édité cet épisode. On vous remercie pour votre écoute, chers auditeurs, auditrices, et merci aussi à Julie pour être aussi incroyable, Alexis pour être un guide et un chef impressionnant. Bon. Ah, si vous c'est avez... l'épisode des remerciements. Oh. Ah oui, Noël. C'est le dernier de l'année. Mais c'est ça, c'est Noël. Oui, Oh. Si vous avez la chance de travailler avec Alexis, je le conseille vivement. Et avec Patrick, honnêtement, tu m'as inspiré, tu m'as mis une larme aux yeux. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être ici. Avant de partir, je dois vous faire une invitation au prochain événement d'ici le prochain épisode qui va être le 10 février. Ouf, ça va prendre du temps, donc profitez des vacances de ce Noël. Il y a plein de choses qui se passent en janvier, alors écoutez-moi bien. Le 11 janvier, on a les luttes sociales d'hier et aujourd'hui au Boquebière. Le 17 janvier, Miroir, les biais cognitifs et l'estime de soi au Petit Campus à Montréal. Le 19 janvier, formation et initiation à la vulgarisation scientifique à l'université Sherbrooke en collaboration avec la FEUS. 25 janvier, psychocrime à la Chaise Galerie, Trois-Rivières. Suivi de 1er février, économie et société au refuge de Brasseurs à Montréal en collaboration avec la FEUS encore. Et le 8 février, sexualité au Boquebière. Moi, j'en ai hâte de ça. Moi, je vous dis tout de suite, pour les 2 événements à Sherbrooke au Boquebière, ça fait partie de nos plus achalandés. Arrivez tôt. Très bien. Surtout si vous voulez avoir de la bière. Là. Exactement. Ah, sur ce, on arrive à la fin, donc n'hésitez pas à parler de nous à vos amis, à nous suivre sur Facebook car on a Facebook, sur Instagram car on a Instagram, sur Twitter parce qu'on a Twitter, et on se dit à la prochaine et restez curieux.